Bien, je vais donc nous ramener au cœur du sujet, à savoir la question des religions. La question des religions, nous avons évoqué en début de cette émission les religions exclusivistes qui sont occidentales et les religions collectives qui sont africaines. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mahomet, si tu ne passes pas par moi, si tu ne fais pas le pèlerinage à la Mecque, eh bien Allah ne te connaît pas. Nous prenons en droit la religion africaine, les religions ancestrales, en fait, que chacun de nous peut reconnaître autour de lui dans sa culture, c'est-à-dire dans le milieu traditionnel, local. Donc, alors, quelle est la meilleure religion d'entre les trois? Une religion qui exclut, qui tue, qui violente, ou alors une religion qui concilie et qui partage? Bien, entre les trois, il faut situer les courants philosophiques asiatiques, n'est-ce pas, qui se sont fermés à un moment donné et qui ont été à l'origine de l'explosion, n'est-ce pas, de ces parties du globe. Donc, alors, quelle est la meilleure religion dans cet univers? Ce qu'on peut dire, Pierre, naturel. Mais ça veut dire que cette religion a fonction d'intercession. Elle a fonction d'intercession. Les intercesseurs, ce sont les esprits. Et vous verrez que quand les traditionalistes font le rituel, ils s'adressent à ces intermédiaires pour qu'ils portent la nouvelle acquis de droit. Donc, il y a une certaine hiérarchie, mais une hiérarchie plus abordable que la hiérarchie très lointaine et très verticale des grands monothéismes. Alors, je pense que vraiment ce débat il est très intéressant parce qu'on se rend donc compte que les religions sont différentes. Il y a d'un côté, vous-même vous l'avez dit, il y a des religions qui prétendent qu'on peut parler avec Dieu. Et il y a des religions qui disent que c'est le communautarisme qui est la voie la meilleure. Alors, entre les deux, on trouve très bien donc que c'est des catégories anthropologiques de la pensée. C'est-à-dire qu'en rien, on ne peut dire que la culture ou la pensée africaine ressemble à la culture ou la pensée des autres. En revanche, je suis d'accord avec vous que l'idée de la rationalité, parce qu'il s'agit d'une idée de la rationalité, n'est conforme qu'à la logique raisonnante. Ça veut dire simplement que toutes les cultures partent de ce qu'elles ont pour réfléchir sur la modernité. Première des choses. Deuxième des choses, il faut remarquer que les messies sont nés chez les peuples violents. Pourquoi l'Asie n'a pas eu de messie? Pourquoi l'Afrique n'a pas eu de messie? Parce que précisément la théorie de l'amour en Afrique est totalement incluse dans les institutions politiques de partage. On va ensemble à la chasse, on va ensemble à la pêche. Pourquoi voulez-vous que les gens appellent des messies pour les sauver? Le messie vient sauver des gens qui sont partout où la violence est de l'ordre de l'histoire, au sens de Hegel. Ensuite, pour terminer, et c'est ça qui est très important, il faut se méfier des catégories cartésianistes qui ont empêché la rationalité. Si elle est une, elle n'est une que dans la manière de raisonner. Mais c'est chaque culture qui porte sa rationalité pour en faire l'idéal d'être. En cela, l'Occident a profité et a bénéficié de son modèle expansionniste pour obliger toute la planète à croire à son Dieu, à croire à son droit, à croire à son économie, quitte à ce qu'elle vous mette en esclavage, quitte à ce qu'elle vous décime. Et de l'autre côté, vous avez des civilisations extrêmement civilisées dont l'enjeu, ce n'est pas la domination de l'autre. En cela, il faut très bien dissocier les institutions politiques occidentales et la philosophie occidentale de la philosophie africaine et des institutions africaines. Je termine pour dire simplement que la violence de l'histoire commence lorsque l'islam se met en Afrique. Ça n'a pas existé, la violence au sens où on l'entend aujourd'hui. Les problématiques de Chaka Zulu ou par exemple, j'allais dire Adamou, Moussa ou les autres, c'était du fait que l'Afrique a eu la greffe d'une civilisation et d'une pensée qui n'était pas la sienne. Et il faut très bien comprendre le sens de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Je termine par là, M. Mounondjana. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Oui, oui, allez-y. Ezekiel Mfalele. Oui. Il dit qu'il est très choqué quand on dit que l'Afrique n'était pas violente. Oui. Ah, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que l'Afrique a été violente, mais il faut mettre des parenthèses historiques. Il faut mettre des parenthèses historiques.
la violence de la pensée africaine commence avec l'Égypte, lorsque les Hyksos se permettent chaque fois de l'attaquer. C'est à ce moment que Ramsès II prend sur lui pour la première fois de faire le premier colonialisme noir de l'époque. Deuxièmement, l'autre violence intervient au Moyen-Âge. Il faut très bien comprendre pourquoi. Lorsque les peuples islamiques s'emparent d'une religion qui est la religion arabe, souhaitable pour leur conscience idéologique de domination, qui vient précisément de ce que ils sont déjà alertes à la propriété privée contre la propriété collective de l'Afrique ancestrale. C'est-à-dire que la propriété privée aidant, ils y ont trouvé un ferment de la révolution, je m'excuse. Et enfin, l'Afrique devient violente au moment où Shaka Zulu ou quelqu'un d'autre, je crois, dans le monde moderne, avec le Rwanda et le Burundi, viennent de ce qu'il y a une greffe de civilisation. S'il y a eu violence en Afrique, je termine par là, elle n'a jamais été durable et permanente. L'Afrique a toujours géré de manière consensuelle les zones de mort d'homme. Chaque fois qu'il y a eu mort d'homme en Afrique, une ou deux personnes, eh bien, on s'arrangeait pour arrêter les guerres. Maintenant, il ne faut pas généraliser les choses. Et quand on regarde, à mon avis, quand on veut raisonner, il faut raisonner sur les institutions et non sur les accidents de l'histoire. En cela, si nous raisonnons sur les institutions, on voit très bien que les institutions dominantes pérennisent la violence et qu'en Afrique, les institutions ne pérennisent pas la violence. Maintenant qu'il y a eu accident dans l'histoire et violence, je n'en disconviens pas. Voilà, oui. Professeur Sindjoun Poka, oui, j'ai une petite préoccupation par une attitude africaine. Moi, j'ai lu c'est ce que je voulais dire, Hugo, voilà. Qui, dans les contemplations, qui demande aux arbres, vous, arbres de la forêt, avez-vous une âme? Bon, il est interrogatif alors. Oui. Et c'est vrai que ces arbres ont une âme, hein. Attention. La physique quantique aujourd'hui, la physique quantique prétend que l'électron a une pensée. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette physique est en train de se faire et qui dit désormais que l'invisible participe de la réalité rationnelle. Il faut se méfier parce qu'aujourd'hui que l'Occident est capable avec des lunettes extrêmement pointues d'observer les déplacements des électrons, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Il y a l'expérience qu'on appelle l'expérience d'Aspect, qui vous dit que deux électrons qui sont séparés de milliards d'années, dès qu'on les met dans un même environnement, ces électrons se reconnaissent. D'où le fait que Einstein, la vérité d'Einstein, la théorie d'Einstein ne marche plus. Einstein parlait d'une vitesse limite de la lumière, et aujourd'hui on se rend compte que, ma foi, la télépathie entre en science. C'est-à-dire que désormais, l'électron a une âme. Et il faut très bien comprendre ce qui se passe dans la pensée africaine. Elle est très avancée. Elle fait partie de la théorie la plus avancée de notre histoire. C'est parce que les Africains ne s'en préoccupent pas. Et si nous nous en préoccupions, nous y trouverions les pierres d'achoppement de la vérité historique sur nous-mêmes et sur l'humanité. Je veux dire, il faut se garder de simplifier cette affaire. Parce que nous sommes dans un monde où les autres nous bousillent à la première idée. Ils nous mettent en esclavage à la première idée. Je suis d'accord de relativiser, comme fait le professeur Moumoundjana, avec beaucoup de philosophie d'ailleurs. Mais nous avons le devoir de catégoriser la pensée parce que c'est cette catégorisation de la pensée qui est de l'ordre de l'histoire. Les Arabes, mais les fixes. Les Arabes. On ne peut pas fixer parce que la pensée correspond à la manière de connaître le monde. Mais bien et sûr. en tant qu'elle correspond à la manière de connaître le monde, lorsque le monde lui-même change, ou lorsque les instruments changent, il y a une stabilité structurelle. Oui, la stabilité, c'est c'est au niveau de la pensée rationnelle qui veut connaître. C'est là la stabilité. Mais au niveau des instruments, au niveau de la connaissance, les données changent. Ah non, ne croyez pas. Si vous Moi, lisez bien Lévi-Strauss, Lévi-Strauss vous dit que les mythes sont éternels. Oui, mais on ne peut pas adhérer aux thèses de Lévi-Strauss, mais puisque lui-même, dans L'Homme nu, pense... écoutez, excusez-moi un peu. Dans L'Homme nu, Lévi-Strauss pense que les mythologies sont moins bien, sont des outils moins pertinents que la science. Ah non, c'est pas vrai ça. Oui, mais dans L'Homme nu, il affirme tout à fait de façon pertinente que les mythes ne peuvent pas correspondre à la pertinence de la matière. Il faudrait quand même remettre de l'ordre dans l'histoire de la connaissance. Il est évident que c'est en rompant avec le mode mythologique
que nous avons quand même accompli quelques progrès matériellement visibles. On ne peut pas nier cela. Et on ne peut pas donc dire que l'idéal est de retourner vers le mythe dont nous sommes partis. Nous avons dépassé, et c'est le dépassement qui nous a permis d'arriver au stade où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne dis pas que nous revenions. Écoutez très bien, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Ce que je veux dire, c'est que les mythes de l'Égypte pharaonique depuis 5000 ans sont porteurs de la théorie avancée de notre temps. C'est en cela que je dis, et ce n'est que pour cette raison que je dis qu'il faille les retrouver, pour la simple raison que elles sont encore pertinentes pour la science d'aujourd'hui. La théorie mathématique des chaos, la théorie de René Thom, la théorie de Ilya Prigogine, la théorie des structures dissipatives, la logique du vivant, vous voyez aujourd'hui la planète. Dans tous les domaines, il est presque clair et affirmé, si nous en tenons compte, du fait que cette pensée était performante. L'enjeu aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons amarrés à une, j'allais dire, une connaissance cognitive, cartésienne, qui nous vient de l'Occident et qui en Occident même n'a plus de place. Non, pas Descartes en tout cas. Aujourd'hui, pas Descartes en tout cas. Si je veux dire que il y a Descartes, il y a le positivisme, il y a des formes de pensée complexes et autres. Le postmodernisme. Mais le postmodernisme, mais il y a le cartésianisme n'a pas disparu. Ah non, c'est foutu le cartésianisme. Non, il faut la complexité. De toute façon, on va revenir à ce débat tout à l'heure. La complexité n'est qu'un aspect récent. Ah non, récent. C'est le dépassement du cartésianisme. Non, aucunement. Sinon, oui. Sinon, ça se sera. D'abord, je veux faire une remarque à mon ami qui me dit que à quelle étape nous sommes là. Si nous n'avions pas dépassé le mythe, nous ne serons pas là où nous sommes. Je lui dis, là où nous sommes là, le monde est devenu extrêmement violent. Extrêmement violent, d'une rare violence. Quand nous lisons l'histoire, il n'y a pas une période aussi violente que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là. En dehors de séisme, le monde est extraordinairement violent. Mais ça n'a rien à voir avec Descartes. Bien entendu, je vais demander, non, on m'a demandé, parce que Descartes dit, va et dormir, il dit, l'espace du tiers exclu. Il dit d'abord, il faut très bien comprendre. L'homme doit être maître et possesseur. Nous avons un objectif pédagogique opérationnel que nous n'avons pas encore clairement défini. Et j'ai auprès de moi des experts qui dirigent des thèses. J'espère qu'à la fin, ils vont bien nous noter. Alors, qui est l'avant-gardiste parmi nous ici? Est-ce qu'il y a un pôle d'orientation pour l'Afrique dans le débat que nous sommes en train de tenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une torche qui éclaire l'horizon pour l'Afrique? Si oui, elle est laquelle dans les positions différentes que nous défendons ici? Eh bien, moi, je commence pour dire les limites du modèle dominant dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'Occident n'est plus capable, par sa philosophie, par sa manière d'être, par ses enjeux, même mathématiques, n'est plus capable de prédire ce que c'est que demain. Et mieux que cela, n'est pas capable de faire en sorte que l'humanité, plongée dans le pétrole aujourd'hui, s'en sorte. Tous ces modèles économiques sont fondés sur la domination de l'homme par l'homme, de l'homme sur la nature, de l'homme sur les animaux, etc. Il est donc question aujourd'hui de reposer la problématique. Quelle va être la science ou la métascience qui va permettre enfin à cette humanité de se réconcilier non seulement avec elle-même, mais avec cette nature? C'est ça l'enjeu. Or, on voit très bien que le monde arabe s'éveille. Il va bouffer l'Occident bientôt parce qu'il se rappelle ce que la guerre des croisades a donné. Le monde asiatique n'est plus capable de supporter l'hégémonie de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle l'entrée en Chine, en Afrique, devient extrêmement pernicieux pour l'Occident, et en particulier la France. L'Afrique va être désormais le terrain des enjeux, non seulement miniers et des ressources naturelles, mais en plus de la nouvelle quête de la domination de l'homme par l'homme. Méfions-nous des attitudes qui ont voulu que hier, nous refassions les problématiques de l'Occident dans sa manière de fonctionner et que nous sommes incapables d'assumer. Il est temps de nous reposer la question suivante. Vers où va la théorie avancée, la pensée avancée de notre temps? Les penseurs occidentaux sont là, ils nous donnent des solutions. Il n'y a pas que Mourin, il y a les Ziegler, il y a les Passer, il y a les René Thom, il y a les Ilya Prigogine. Tous les prix Nobel fonctionnent sur l'enjeu de qu'est-ce que va devenir la planète demain. Et en cela, la pensée africaine est tout à fait pertinente. Elle donne des réponses à chaque circonstance historique.
Maintenant, il s'agit pour nous de nous réapproprier cette pensée, de lui faire une herméneutique rationnelle. C'est-à-dire que nous sommes capables de redécouvrir à travers les symboles ancestraux. Professeur Mbok Basson, le temps. Oui.